Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et je suis aujourd'hui avec Sarah. Coucou tout le monde! Et nous avons lu Courir l'escargot de Lorraine Bastide, paru aux éditions J.C. Lattès en 2024. Lorraine Bastide est une journaliste féministe. Elle a commencé comme pigiste chez Elle, mais puis ensuite elle est devenue cette journaliste qu'on connaît bien. Elle est connue pour être la créatrice de La Poudre, qui vient de terminer. Elle a décidé de clore le projet et aujourd'hui elle a un nouveau podcast qui s'appelle Folie douce. Folie douce, plutôt sur le thème de la santé mentale. D'ailleurs c'est intéressant parce que il y a une semaine j'ai enregistré l'épisode sur Louise Aubry qui est une autre podcasteuse, et Louise Aubry, même chose, a fait une sorte de pivotage de féministe à santé mentale. Donc on est face à deux personnalités féministes qui tout d'un coup se transforment comme spécialistes de la santé mentale. Comme Louise Aubry, Lorraine Bastide a écrit plusieurs livres. Le premier, c'était en partenariat avec Jeanne Damas sur la figure de la Parisienne. On reviendra sur la figure de la Parisienne. Et ce livre, Courir l'escargot, en fait, fait partie d'une nouvelle collection qui s'appelle Bestial, fondée par Clara Dupont-Mono et Isabelle Sorrente. C'est des auteurs qui révèlent une autre facette de leur personnalité et de leur plume à travers la figure d'un animal totem. Par exemple, il y a Ovidie, qui vient de sortir dans la même collection, Assise debout couchée, sur la figure du chien. Peut-être pour présenter ce livre en un seul mot, c'est que c'est un livre sous contrat. Lorraine Bastide avait un contrat d'édition avec J.C. Lattès pour écrire un livre sur l'escargot. Et ça se passe mal. Donc elle nous explique dès le début du livre que Isabelle, donc on devine que c'est son éditrice, je suppose, lui demande d'écrire un livre sur son animal fétiche, commande qu'elle accepte directement, mais d'emblée, elle nous dit que elle avait 6 mois pour écrire ce livre, mais je cite, 6 mois ont passé, je n'ai pas eu le temps. Elle a donc pas eu le temps d'écrire le livre qu'on lui avait demandé d'écrire, mais elle n'abandonne pas totalement. Et son idée, c'est donc d'écrire un livre pour dire qu'elle n'a pas le temps d'écrire un livre sur l'escargot. Et donc on est face à un livre assez étrange, fait un peu de fragments et de thématiques assez diverses, où elle va plutôt plonger sur... Donc on est à mi-chemin entre le documentaire animalier et les mémoires, l'autobiographie, pour créer quelque chose, parce qu'elle a ce contrat qu'elle doit honorer, et ben voilà, on est face à ça. Et ça prend concrètement la forme, en fait, d'une sorte de long flux de pensée qui se structure en paragraphes vraiment très courts, en général, à l'exception de passages un tout petit peu plus longs, mais très rares, et qui alternent certains thèmes qui sont repris à intervalles réguliers. Donc, comme le disait Léa, on a vraiment ce point central qui est des paragraphes de documentaires animaliers sur les escargots. Donc, pour en citer quelques-uns rapidement, on a par exemple, dès le début, beaucoup de passages sur la sexualité de l'escargot. Beaucoup de passages sur et sur sa non-binarité. D'ailleurs, ça commence, un des premiers passages, c'est « Le coït de l'escargot peut durer 17 heures, point. L'escargot est pourvu d'un sexe poignard, une sorte de harpon qu'il plante dans l'appareil génital de sa partenaire, près de la bouche, et que des scientifiques portés sur la culture du viol ont surnommé le dard d'amour. » Il y a des passages, points documentaires qui rythment vraiment tout le livre. Mais je te coupe. Ce qui est extrêmement agaçant à chaque fois, c'est que parfois elle s'arrête, elle dit à vérifier, parce qu'en fait elle a décidé de nous dire 2-3 choses sur l'escargot, mais elle n'ira pas plus loin parce qu'elle n'a pas le temps. Donc elle laisse des petits à vérifier à la fin de chaque petit passage animalier. Oui, et d'ailleurs c'est tranche parfaite vers le deuxième thème principal qui est celui du temps qui passe. Donc elle nous dit régulièrement qu'elle n'a pas le temps et elle coupe court à ses propos parce qu'elle n'a pas le temps de vérifier, elle n'a pas le temps d'écrire plus. Ensuite, on a régulièrement des citations plus ou moins anecdotiques de personnes qui parlent d'escargots, des citations de dictionnaires, de vidéos qu'elles regardent, et de ChatGPT. Je dois avouer que ça, c'était le passage qui m'a vraiment agacée parce que ça fait vraiment penser à genre, tu sais, quand t'écris une disserte ou tout ça, et t'es genre, putain, j'ai pas le temps. Et là, de nos jours, aujourd'hui, on a plein d'écoliers qui utilisent ChatGPT pour faire leurs essais, leurs dissertations. Et donc là, j'ai eu un gros moment de genre, ah oui, on est face à un étudiant qui a pas eu le time pour écrire sa disserte.
Et vraiment, t'as genre, à la question, quelle est la différence entre un escargot et une limace? ChatGPT répond, les escargots et les limaces sont des mollusques gastéropodes, ce qui signifie qu'ils appartiennent à la même classe d'animaux. Et bon, je vais pas citer tout le passage parce que pour le coup, il est plutôt long. Ouais. Et donc, on voit bien qu'elle a essayé de caler plein de mots comme ça prend de la place dans son livre. Et ensuite, elle conclut, ChatGPT est un programme d'intelligence artificielle développé par l'entreprise OpenAI. Les contemporains de ce livre s'amusent à lui donner des requêtes plus ou moins sérieuses, s'extasient de la précision de certaines de ses réponses et de la médiocrité de certaines autres. L'autrice de ce texte a demandé à ChatGPT qui elle était. Elle a eu la joie narcissique que l'IA réponde qu'elle est une journaliste et écrivaine connue. Encore une transition parfaite vers le thème suivant, qui est qu'elle a régulièrement, qu'elle alterne donc ses points documentaires, ses citations, ses réflexions sur le temps qui passe, avec des réflexions générales et que personnellement je trouve relativement creuses sur des phénomènes de société. Donc là, on avait l'intelligence artificielle, mais elle fait la même chose avec la loi sur les retraites, le réchauffement climatique, la montée du fascisme, etc. Et des questions un peu hormonales sur la périménopause, la ménopause. Elle parle beaucoup de ses règles, donc on est au courant de à combien de jours elle est de ses règles grâce à... Et c'est quelque chose qui rythme aussi le récit parce Ouais. que il y a un moment en plus où ça devient très régulier, où en fait on arrive, donc au départ je crois qu'elle est à 11 jours du début de ses règles, et en fait progressivement on descend, donc elle fait une sorte de compte à rebours qui rythme les paragraphes. Et il y a des passages où elle est vraiment odieuse avec des gens ou vraiment immature et le passage se conclut par vos règles arrivent dans 9 jours. Et je trouve, que c'est pas, je trouve que c'est pas ultra féministe parce que ça donne cette impression que si les femmes sont irrationnelles et odieuses, c'est parce que elles ont un utérus, quoi. Donc, bref, moi je suis pas ultra à l'aise avec ce device littéraire. Mais je suis assez d'accord, et je pense que et pour avoir écouté donc le podcast dont tu parlais, La folie douce, c'est aussi un thème qui revient beaucoup, et en fait elle parle vraiment beaucoup de ses règles, et je trouve que évidemment d'un côté c'est positif parce qu'on redonne un sens, on redonne la légitimité aux femmes de parler librement de leur corps, mais en même temps on a à aucun moment envie d'être réduite à ça. Ouais. Et là parfois on a l'impression que cette explication purement hormonale de ses pensées ou ses états d'âme, c'est un peu douloureusement réducteur. C'est vrai que comme elle se refuse à beaucoup de reprises d'expliquer de manière très explicite pourquoi certains de ses comportements qu'elle décrit dans le livre, et l'unique explication c'est genre elle va bientôt avoir ses règles, bah oui c'est réducteur, c'est vrai. Ensuite on a des moments où en fait elle replace tout ce flux de pensée dans une localisation précise dans le temps et l'espace. Donc dans Paris, elle est à Montmartre, elle va à la gare de Lyon, elle part dans le sud, etc. Et ensuite, un autre élément vraiment très très central, c'est la ressurgence de souvenirs traumatiques. Et donc, elle le dit très rapidement, dès le début, ça n'est pour l'instant qu'une succession de petits constats traumatiques. J'en suis désolée. Finalement, je pense, elle aurait pu écrire ça à la fin, parce qu'effectivement, je pense que tout son livre, c'est une succession de petits constats traumatiques qu'elle relie en fait directement à la figure de l'escargot. Mais ça, on va en parler Ouais. tout à l'heure. Et pour conclure peut-être sur la fin, il y a quand même une sorte de révélation qui est un peu cachée, mais moi je pense que c'est ça ce qu'on voit un peu se présager, c'est qu'on voit que c'est une écriture qui est en fragments. Elle parle de passages, c'est très heurté comme écriture, et la raison pour laquelle elle a pas réussi à écrire ce livre, on le comprend, c'est pour des raisons de santé mentale, de deuil, des trucs un peu familiaux. Donc on comprend pas très bien, mais en tout cas voilà. Et à la fin, il y a la figure de son psy, parce qu'elle met en scène son psy, et on comprend qu'elle a des TOC, elle a des phobies d'impulsion, et que donc elle fait un peu une sorte de révélation de son diagnostic de santé mentale. Et donc on a quand même une sorte de progression dans le livre qui arrive avec ce diagnostic. Et c'est intéressant parce que le diagnostic de santé mentale joue ce rôle assez fréquemment d'excuses. Et je dis pas en mode on trouve des excuses, mais on est face à des gens qui ont des problèmes de santé mentale et on explique des comportements anormaux par un diagnostic de santé mentale. Et là, c'est ce qu'elle fait un peu, c'est-à-dire que elle nous montre qu'elle a pas réussi à écrire ce livre. Et pourquoi elle a pas réussi à écrire ce livre? Le psy nous donne la réponse, c'est qu'elle a des TOC et des phobies d'impulsion. Je te rejoins tout à fait sur cette question de la progression du récit, et je trouve que ça se voit aussi dans l'intensification du récit de mémoire, et des souvenirs qu'elle évoque, parce que du coup on passe au début de phrases très courtes où elle mentionne un peu en passant sa mère, sa grand-mère et sa sœur dont elle fait le deuil, à des passages beaucoup plus longs. Et du coup je pense qu'il y a aussi
un moyen pour elle, à travers cette forme de réappropriation de ces traumatismes, qu'elle arrive à le faire un peu par la forme, de le faire de manière imagée par l'escargot, et ensuite on sent que le récit devient de plus en plus réel, où elle se raccroche à... Ouais, on commence par l'escargot, on finit par elle, en fait. On finit par elle, et c'est ce qu'elle cherche, c'est cette réincarnation de l'escargot, d'elle en escargot, d'escargot. Mais en même temps, tu vois, c'est une fille qui a commencé comme pigiste, qui a un podcast, et donc qui a l'habitude d'écrire et de faire des choses un peu sous la contrainte. Et c'est étonnant que là, elle nous dit, ouais, j'ai pas réussi parce que j'ai des problèmes de santé mentale. Mais on a cette impression qu'il y a eu un événement qui s'est passé en particulier, une crise importante. Ça, pour le coup, c'est pas très clair. En tout cas, moi, j'ai pas compris. Moi, ça m'a pas plu. Enfin, voilà. C'est un livre pas là, moi non plus. Voilà, c'est un livre qui m'a vraiment pas plu et qui avait beaucoup de potentiel. Et je voulais juste dire qu'il y a quand même un passage, moi, qui m'a beaucoup plu dans ce livre. C'est peut-être le seul passage que je sauverais, qui est à la fin du livre, qui est page 117, où en fait, elle réécrit, je pense, quelque chose qu'elle a écrit dans un journal intime, 3 ans après la mort de sa sœur. Et ce passage qui est un peu long, je sais pas si je vais le citer en entier, où elle parle du fait qu'elle va arroser les plantes autour de la tombe de sa sœur, est extrêmement touchant, extrêmement bien écrit. Et donc c'est intéressant de voir que finalement le seul passage que j'ai apprécié, c'est le seul passage qu'elle n'a pas écrit sous la contrainte, en fait. Et donc je vais peut-être citer le début. J'ai trop rempli l'arrosoir. À chaque pas, un flot d'eau glacée passe par-dessus bord et éclabousse mes pieds et le gravier blanc. C'est au bout de l'allée, c'est lourd. On entend des cigales dans le cyprès. La chaleur s'écrase sur les dalles de marbre. La petite croix blanche se dresse sur fond bleu azur. Je pose mon arrosoir et je passe ma main entre les barreaux de la grille de fer forgé pour caresser la photo en noir et blanc et les 5 lettres d'or gravées dans la plaque de marbre. Les plantes ont souffert de la chaleur. Pour les arroser, il faut monter sur le caveau en utilisant une petite échelle qui se déplie. On l'empâte en blanc, comme la croix, pour que ça soit moins triste, plus joli. Au début, je n'osais pas monter, l'impression de lui marcher dessus. Maintenant, j'ai l'habitude. J'enjambe la petite grille d'un pas et déverse l'eau dans les pots de terre cuite où poussent 2 lauriers roses, de la lavande, un petit olivier et des plantes grasses à fleurs roses dans leurs pots de plastique vert foncé. Mon geste est bâclé. Comme je verse trop vite, le terreau déborde du pot sous forme de boue noire et vient souiller le dessus de la tombe. Et je pense que, bon, il continue ce passage, mais je trouve que c'est vraiment le passage le plus touchant du livre. Et finalement, en fait, c'est pas tellement quelque chose qu'elle a écrit récemment, mais quelque chose qu'elle a écrit il y a une dizaine d'années. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est face à un livre, bon, certes écrit sous contrainte, un livre qui est fait de fragments, qui est totalement désordonné. On a essayé de lui trouver une structure, mais finalement, c'est un peu artificiel de notre part. Et c'est un livre qui aurait pu marcher, c'est-à-dire qu'il existe tout un tas de littérature fragmentaire, écrite sous contrainte. Il y a la littérature, c'est pas que Proust, quoi. Il y a un moment, il y a plein de littérature qui a été écrite rapidement, de manière un peu bâclée et qu'on lit encore aujourd'hui. Et malheureusement, là, c'est pas le cas, ça a pas marché. Je voudrais souligner tout d'abord un point très important, qui est que chez Torchon, on achète nos livres. Donc à chaque fois qu'on critique un livre, ben on l'a acheté. Et dans mon cas, non, dans notre cas, tous les deux, on l'a payé 17,90 €. Et c'est 17,90 € pour 160 pages, écrit police 14. 160, non, 122, 123. Putain, j'ai été trop gentille. Oui, t'as été très gentille. Je crois qu'on s'arrête à 123 pages, c'est déjà les sources. On a 122 pages. Donc, on a environ 120 pages parce qu'il faut compter les pages devant. C'est écrit police 14. Moi, je l'ai relu donc je l'ai lu 2 fois et la deuxième fois, je l'ai lu en 1 heure. Et elle passe son temps à nous dire que elle va pas écrire le livre, qu'elle y arrive pas, que c'est compliqué. Et moi, je suis là genre, meuf, j'ai payé 18 €. Et puis, c'est sans sortir les doigts du cul. Non, mais puis pour insister sur l'importance, je pense, du format, c'est que c'est 120 pages, c'est 120 pages écrites en police 14 avec des marges de 2 ou 3 centimètres de chaque côté, en haut, en bas. Et moi, je me suis sentie un peu escroquée. Bon, certes. Après, on peut me dire, oui, mais par exemple, les recueils de poésie, c'est tout petit, il y a pas beaucoup de mots, et pourtant, t'es prête à payer.
Je ne sais pas combien coûte un recueil. Mais c'est pas la collection, mais chez Folio, on a des livres à 8 €. Enfin. Oui, c'est ça. Les recueils de poèmes, on a cette impression que les poèmes ont quand même été écrits avec une certaine forme de non-désinvolture. Oui. Non, mais là, le problème, c'est que c'était très désinvolte, mais c'est notre critique, Voilà. c'est une de nos critiques principales. Donc, il faut comprendre que, franchement, on me l'aurait offert, ou il aurait coûté, je sais pas, 5 €. Je l'aurais pris à la Bibli, peut-être. Enfin, tu vois, je pense que j'aurais pas du tout la même critique que ce qu'on va faire là tout de suite, qui est défoncer ce livre. Non, mais... Non, mais on aurait une lecture un peu plus anecdotique. Là, je pense que ça... c'est sympa. Voilà, c'est sympa, c'est une lecture, on aurait lu si c'était une longue publication en ligne, pourquoi pas. En tout cas, moi, j'ai payé le prix fort pour ce livre et c'est un peu dur parce qu'à chaque fois, elle écrit à vérifier et je suis là genre, bah oui, bah vérifie. Vas-y. Donc, j'ai peut-être un rapport pas très commercial et capitaliste à la lecture et c'est pas bien de ma part, mais enfin bon, bref, là on est face à quand même un truc un peu dur à lire, quoi. L'autre raison pour laquelle moi ça m'a pas tellement plu ce livre, c'est ce que j'appellerais la complainte de la Parisienne bourgeoise, plein de clichés de la vie de la Parisienne. Tu t'as parlé de la localisation, donc elle est entre Montmartre, elle prend le TGV, elle prend le métro. Elle est énervée contre les touristes et elle nous confronte un peu à ce qu'il y a de pire dans la Parisienne, dans la figure de la Parisienne. Mais au-delà de ça, on pourrait imaginer un portrait hyper riche et dense de la Parisienne. Il y a énormément de choses à dire quand même sur ce que ça signifie de vivre à Paris. La vie à Paris peut être hyper frénétique et dense, etc. Ce que je veux dire avec ça, c'est que tout thème mérite d'être écrit. Enfin... Exactement. Il pourrait y avoir quelque chose de c'est pas le thème en soi qui est problématique, mais c'est son traitement et en fait, elle le traite vraiment comme une information banale, alors qu'en fait, elle se présente de manière hyper stéréotypée comme la bourgeoise parisienne qui déambule, et elle nous confronte face à ce qu'on aime le moins chez nous, et pas seulement en tant que Parisien, mais même en tant qu'être humain. Notre procrastination, notre irritation, les moments du quotidien qui sont difficiles, et elle, en fait, elle est dans une forme de complaisance à l'égard d'elle-même, et moi je suis pour. Hein, et à la fin, elle dit j'ai mes règles. Non, mais évidemment, je suis pour qu'on accepte plus nos vulnérabilités, nos faiblesses, nos dysfonctionnements. Mais ce niveau de complaisance, je trouve, est pas agréable, parce que je suis pas certaine d'avoir envie d'être ça. Et moi, je trouve que, en fait, c'est pas mal d'être un tout petit peu en lutte avec soi-même quand même, et avec les tendances qu'on n'aime pas ou qui nous font souffrir au quotidien, quoi. Mais pour souligner ce que tu viens de dire, il y a le fait que donc il y a un peu 3 passages où elle se met en scène comme la Parisienne névrosée qui engueule les gens autour d'elle. Il y a quand elle est pas contente parce qu'il y a des touristes qui sont lents alors que elle, il faut qu'elle prenne son train. Il y a quand elle doit acheter des navets pour sa soupe, pour son petit plat, mais que finalement elle doit aller chercher son fils à l'école et donc elle laisse ses légumes en plan parce qu'elle a hyper ridicule cette scène. Et ouais, en plus c'est genre elle a Biocoop ou Naturalia, enfin voilà, c'est genre super. Et donc elle laisse en plan ses légumes pour qu'ensuite après elle le dit qu'elle a honte, mais bon, voilà. Et ensuite il y a le moment où elle fait une crise de panique et qu'elle appelle en pleurs genre 3 fois son taxi en mode genre mais où vous êtes, où il faut qu'on parte là, parce qu'elle fait une crise de panique, elle veut rentrer chez elle. Et non, et puis il y a aussi le passage où elle engueule ce qui a l'air d'être un plombier, en tout cas un mec qui a un job de col bleu, parce qu'il a laissé sa camionnette allumée, ce qui fait qu'il y a du gaz de pot d'échappement et donc ça pue le CO2 et ça l'énerve. Et ce qui est marrant, c'est que le point commun entre toutes ces scènes, ces petites scénettes où très clairement elle a un petit peu honte quand même, enfin elle n'est pas non plus totalement genre dans son bon droit, c'est qu'elle s'en prend à des cols bleus, genre la caissière, le taxi, le plombier. Alors bon, il y a les touristes sont pas des cols bleus, mais et il y a ce qu'il y a de pire, je trouve, dans la figure de la Parisienne, qui est que c'est une meuf un peu bourgeoise qui s'en prend à des gens qui ont des vrais métiers et qui font pas des podcasts, quoi. Donc moi c'est un truc qui m'a vraiment agacée, qui me permet pas d'être dans une posture de sympathie avec cette pauvre fille qui veut même pas faire son boulot, parce qu'en plus de ça, les gens qui ont des vrais boulots, elles hurlent dessus. Bon, c'est pas ouf, quoi. Ça me met pas dans des bonnes dispositions. Dans son canapé. Ouais, c'est ça. À la fin, elle est genre, je vais prendre du CBD, super. Peut-être THC, parce que quand même. Voilà. Je vais faire du yoga. Si je fais pas du yoga, je suis pas bien dans la peau. Enfin, ouais, ok, super. Il y a un passage, moi, qui m'a un peu agacée, c'est son côté astrologie. Ah oui, son passage scorpion. Son passage scorpion, mais je pense qu'on va le lire. Moi, d'être obsédée par le sexe, c'est la mort. Ouais, parce que, à part les scorpions, personne n'est obsédé par le sexe et la mort. Pardon.
Les gens de mon signe astrologique, celui du Scorpion, ont la réputation d'être obsédés par le sexe et par la mort. Je n'ai jamais eu de mal à m'identifier au Scorpion, qui est un signe d'automne, le dernier signe avant l'hiver. Celui des feuilles mortes qui pourrissent aux pieds des arbres pour nourrir secrètement la terre. Le Scorpion est le signe de la mort, qui entraîne la vie. J'ai toujours eu un faible pour mourir et renaître. Sylvain Plath et Margaret Atwood sont Scorpions et Camus et Malraux. Dans leurs livres, ça parle de sexe et de mort, mais peut-être que tous les livres parlent de sexe et de mort. On peut peut-être qu'écrire, c'est parler de sexe et de mort. Peut-être. Première fois que ça nous arrive. C'est vrai. On va couper ça en montage. Oui, je pense qu'on va couper ça en montage. Non, mais ça... Moi, en tant que Verseau. C'est terrible. Moi, le sexe et la mort, pour occupation zéro. Non, bah oui, enfin, moi, je pense jamais au sexe ni à la mort, voilà. Après, au moins, elle arrive à la bonne conclusion. Peut-être que tous les livres parlent de sexe et de mort. Oui. Peut-être qu'écrire, c'est parler de sexe et de mort. Voilà, merci Lorraine Bastide. Il y a aussi l'utilisation du mot synchronicité qui a eu tendance à m'énerver. Bah, ouais. Ouais, genre, depuis que j'écris un livre sur les escargots, je vois des escargots partout. Bah oui. Oui. Surprise. Oui. Je te rejoins tout à fait parce qu'elle a une naïveté face à beaucoup de choses qui sont en fait des grands topos de... Moi, je trouve qu'il y a des passages où, comme elle doit écrire sous la contrainte et donc elle doit écrire tout ce qui lui passe par la tête, on arrive à la conclusion qu'il faut pas écrire tout ce qui nous passe par la tête, en fait. Oui, exactement. Et donc, je vois des escargots partout. Si elle avait eu le temps de peut-être réécrire et tout ça, elle serait dit, oui, bon, c'est vrai. Toute la littérature parle d'amour et de sexe et de mort. Bah oui. Ah oui. Moi, ça me fait un peu penser, en fait, à... Je sais pas si tu te souviens, mais genre, pendant le premier confinement, on a demandé à genre Leila Slimani d'écrire une sorte de journal de bord qui serait publié dans je ne sais quel magazine ou genre Le Monde ou un truc comme ça. Et elle s'était pris une volée de bois vert en mode la Parisienne ultra privilégiée écrit depuis sa tour d'ivoire comme quoi elle est malheureuse. Ouin ouin. Je trouve que c'est un peu la critique qu'on pourrait faire à ce qu'on vient de lire, qui est elle se met en scène dans son privilège, elle écrit tout ce qui lui passe par la tête et elle a eu un privilège énorme d'être publiée dans ici JC Lattès, Leila Slimani dans je ne sais quel média. Et on est un peu dans le même... Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais même, en fait, je suis totalement d'accord avec ça. C'est la possibilité même qu'elle publie un livre comme ça avec si peu d'efforts et une telle nonchalance, c'est la manifestation d'un privilège réel. Le nombre de personnes qui luttent pour essayer de publier des choses qui, qui font le fruit qui sont l'objet d'efforts, immenses, c'est un peu frustrant. Ouais, je pense qu'on se met à la place de quelqu'un qui a écrit son premier roman, on est un peu genre, ouais, désolé mec, mais on va plutôt lire Lorraine Bastide. Et après, je trouve que un autre point, pour passer au prochain point, il y a ce côté où on a un peu maintenant envie de prendre la défense de l'escargot contre Lorraine Bastide. Moi, à la fin, j'étais genre, mais arrête d'utiliser l'escargot pour tout et n'importe quoi. Je suis sûre qu'en fait, c'est faux. Non, mais il y a un côté où elle utilise l'escargot comme alibi, donc elle colle tout un tas de valeurs qu'elle a, elle, en disant que l'escargot a les mêmes valeurs que elle. Et à la fin, je suis genre, ouais, mais pourquoi? Enfin, ouais. Mais je te rejoins, je te rejoins totalement là-dessus. Et je pense qu'en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est aussi quelque chose qui aurait pu marcher. Parce qu'en fait, elle fait de l'escargot un peu l'image de beaucoup de choses, dans le livre. Donc, je pense que les grands thèmes, c'est l'image donc la lenteur, une forme de résistance contre le temps, à la fois le temps qui passe, mais aussi la frénésie, une forme de frénésie du monde contemporain. L'escargot, c'est aussi, l'image d'un certain rapport au traumatisme. Elle mentionne, la coquille qui serait comme, un support des traces de tous les traumatismes qu'on vit dans une vie. Elle mentionne cette bave qui est une bave cicatrisante, ou encore l'escargot dans des lieux souvenirs traumatiques. On a l'escargot comme image, selon moi, d'une forme de rapport à la création, avec cette spirale infernale dont elle n'arrive pas à sortir. Et finalement, on a l'escargot qui devient même le support de, comme tu disais, de ses propres valeurs, qui sont des valeurs de gauche. Et donc là, on a des passages vraiment, à vrai dire, très surprenants, où elle dit... que détester l'escargot, c'est en fait être un peu facho. Là, je la cite littéralement. Ah, mais t'imagines, tu fais pousser des salades chez toi et tu te fais bouffer tes salades par un escargot. Et, en fait, et là, t'as Lorraine Bastide qui vient de dire « Ah, tu n'aimes pas les escargots ?» Fasciste. Mais parce que, mais alors la raison, mais il y a quand même un argumentaire derrière ça, c'est qu'en fait, elle dit que les personnes qui aiment pas les escargots, en fait, c'est les personnes qui rejettent l'étranger, quoi.
rejette l'étranger, mais qui rejette aussi la promotion de valeurs alternatives ce qui est viril, parce que du coup, ce qu'elle dit, c'est que l'escargot, c'est mou, c'est pas dur, et donc là, bon, il y a toute cette métaphore phallique, et en fait, l'escargot, c'est un peu comme un homme impuissant, et donc ne pas aimer un homme impuissant, c'est, en fait, être facho. Ouais, c'est quand même un passage qui est très étonnant à la page 17. Franchement, cette page est assez d'anthologie, parce que déjà, elle commence en disant: j'écris ceci dans l'application Notes de mon téléphone. Ça, on l'a pas. Pardon. Quand je tape trop vite, mon téléphone écrit escalier au lieu d'écrire escargot en colimaçon. Alors là, c'est ce que je déteste dans la littérature, qui est l'écrivain qui se regarde écrire. Voilà, désolée, j'ai écrit. Regardez-moi écrire. Franchement, il faut avoir un talent fou pour réussir à me persuader que c'est des passages qui sont bons, parce que voilà. Je suis d'accord. Ce livre est plein de coquilles, donc voilà le lien entre l'escargot et quelque chose qui est un peu, voilà, le jeu de mots, quoi. Il y a des passages où elle dit traîner, point, et elle passe à la ligne. Et ensuite, toujours page 17, cela dit, les pénis aussi ressemblent aux escargots, surtout les pénis qui ne bandent pas. J'ai eu un amant impuissant qui me faisait jouir sans que jamais je ne voie ni ne touche son pénis. J'ai dit à une amie, un homme sans pénis, c'est un peu l'homme idéal. C'était mou dans son slip comme un escargot sans coquille. Je pense que je vais pas dire plus. On va passer à la prochaine. Oui, non, mais pardon, juste pour conclure là-dessus, moi je pense qu'il y a quelque chose qui aurait pu marcher, parce que je pense que la figure d'escargot, enfin, prendre un animal comme quelque chose qui pourrait dire une vérité de soit ce qu'elle était elle-même, ou de ce qu'est de sa perception du monde, ça aurait pu marcher. Mais là ça reste alibi, creux. Quoi. Voilà, je suis d'accord. En fait, ça reste un alibi. Parfois, les liens qu'elle fait sont très ténus, très étroits, et donnent l'impression qu'elle a juste que c'est plutôt son sorte de particularisme qu'elle a envie de voir quelque chose dans l'escargot, peut-être que c'est en lien, je pense, avec ses traumatismes. Il y a des passages qui, franchement, qui sont assez émouvants. T'as celui que tu citais avec, je pense, tout le lien avec le deuil qu'elle fait de sa sœur est quand même assez touchant, parce qu'il y a un moment où, du coup, il y a sa mère qui dit qu'il y a des escargots qui rampent sur les tombes, et donc elle, ça devient une image du recueil possible ou impossible, j'ai l'impression, pour elle. Ce qui est un peu frustrant, c'est quelque chose qui aurait pu marcher, mais finalement ces figures restent assez creuses, et nous on n'y adhère pas, en fait. Il y a la question du temps, du fait qu'elle a pas eu le temps pour faire ça, donc on voit le potentiel, on voit que ça aurait pu être quelque chose de bien et tout ça. Il y a aussi un autre frein à la création qui est une certaine forme, alors positivement on pourrait dire ça c'est de la pudeur, ou négativement on pourrait dire que c'est de la lâcheté, qui est que elle ne veut pas se confronter totalement, ou en tout cas elle veut pas tout nous dire, ce qui est son droit, hein, sur notamment sa sœur, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi, enfin voilà, j'ai dû aller sur la page Wikipédia pour comprendre que sa sœur est morte il y a longtemps. Ouais. Il y a des passages où elle parle du fait qu'elle veut parler de la bipolarité de sa grand-mère, mais qu'elle ose pas parce que elle a peur de... Alors bon, c'est un passage où en plus de ça, il y a la question du psy qui lui dit « mais c'est votre histoire aussi ». Et en plus de ça, dans ce passage-là, elle parle du fait qu'elle va se référer à d'autres auteurs. Elle écoute un podcast où il y a des auteurs qui parlent de leur processus de création. Tout ça pour justifier d'avoir dit que sa grand-mère était bipolaire et que parfois on la mettait en maison de repos. Et donc finalement, elle ne dit pas grand-chose sur cette bipolarité, à part qu'elle est bipolaire. Ce qui est intéressant, c'est que donc elle parle beaucoup du fait qu'elle ne veut pas tellement parler de sa famille, elle ne veut pas tellement mettre en scène quelque chose de l'ordre de la faiblesse dans sa famille. Et ce qui est intéressant, et moi qui m'a beaucoup marqué, c'est que par contre, elle met beaucoup en scène son fils, ou ses enfants, enfin son fils, ouais, qui a l'air d'être très très anxieux, d'une forme d'apocalypse écologique. Il y a plusieurs passages où elle le cite. Donc son fils, page 61, hier matin, il s'est réveillé en pleurant à cause de la déforestation. Et un peu plus tard, il dit, mon enfant me dit, je suis comme la terre, j'ai trop chaud. Donc c'est terrible. Enfin, moi, je trouve ça atroce. Enfin, je suis vraiment trop triste pour ce pauvre gamin. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est très intime et c'est très, pour le coup, lui, on va savoir ces choses-là, alors que j'aurais peut-être préféré ne pas le savoir. Mais à l'inverse, elle ne va pas montrer une certaine forme de blessure ou de vulnérabilité ou de faiblesse de la part des adultes. Parce que d'une certaine manière, les adultes, ils peuvent lui dire non, tu peux pas publier ça, c'est injuste, alors que son enfant est encore trop jeune pour savoir qu'il a été mis en scène par sa mère, quoi. Bon bref, moi c'est un passage qui m'a beaucoup perturbée. Cette page-là, j'étais un peu en train de me dire waouh, peut-être protège un peu l'intimité de ton gamin. Quitte à protéger ta propre intimité, quitte à protéger l'intimité de ta grand-mère, de ta mère, tout ça, autant protéger aussi l'intimité de ton gamin. Et lui, c'est le seul qui n'a pas le droit à cette protection, et donc qui finit face au jugement de moi, quoi, de Léa,
je suis là en train de me dire, oh, le pauvre gamin, oula! Enfin, c'est injuste. Enfin, c'est méchant, quoi. Et donc, je suis pas ultra à l'aise avec ça. Oui, je suis assez d'accord sur le fait que c'était un passage qui m'a aussi bizarrement un peu gênée, mais que j'arrive pas à identifier assez clairement pourquoi. C'était juste le fait qu'elle montre une facette très intime aussi, elle en fait le support d'une réflexion très générale. Donc, je pense c'est un peu perturbant. Il y a un truc qui est perturbant, c'est qu'il y a un cliché dans la littérature qui est que les enfants disent la vérité et qu'ils expriment ce que nous on essaye de cacher. Et donc, elle utilise son enfant comme une sorte d'oracle conscient de ce qui va se passer. Et moi, ça me met un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça. Et oui, non, je suis un peu triste pour ce gamin, il est là. Enfin, c'est terrible de vivre avec ce sentiment d'apocalypse. Enfin, bref, peut-être qu'on peut parler d'écriture fragmentaire. Tout à fait d'accord. Quand on lit Lorraine Bastide, quand on lit Courir l'escargot, on est face à une écriture qui est fragmentaire, qui est un peu cassée, qui est pas un vrai livre bien comme il faut. Mais il se trouve qu'on a lu plein d'autres livres pas comme il faut, et pour le coup, qui nous ont plu. Et donc, pourquoi Courir l'escargot, ça marche pas, alors que finalement, ça pourrait marcher, quoi. En fait, je pense que spontanément, c'est un format que moi j'aime beaucoup le format fragmentaire, l'idée qu'on puisse avoir une forme de liberté comme ça dans l'expression, qui soit hors d'une forme qui préexiste ou qui s'impose. Et donc je suis retournée lire les livres que j'aimais bien en essayant de comparer. Et en fait, ça m'a semblé assez, j'avais pas mesuré la proximité en fait entre les thèmes qui justifiaient peut-être même cette forme fragmentaire. Et donc je suis allée lire Sioran. Donc là, je vais citer les syllogismes de l'amertume. Ce chapitre s'appelle L'atrophie du verbe. Formés à l'école des velléitaires, idolâtres du fragment et du stigmate, nous appartenons à un temps clinique où comptent seuls les cas. Nous nous penchons sur ce qu'un écrivain a tu, sur ce qu'il aurait pu dire, sur ses profondeurs muettes. S'il laisse une œuvre, s'il s'explique, il s'est assuré notre oubli. Magie de l'artiste irréalisé, d'un vaincu qui laisse perdre ses déceptions, qui ne sait pas les faire fructifier. Et donc là, j'ai l'impression qu'en fait, on nous parle directement de Lorraine Bastide, c'est qu'en fait, le fragment, c'est ce qu'on écrit. Enfin, on n'écrit pas d'emblée, mais on écrit ce qu'on veut écrire, ce qu'on aurait pu dire. Et on fait ça va d'emblée avec un constat d'une forme de paralysie face à l'écriture. Et en fait, sûrement, ce qui m'a surprise, c'est que les thèmes, en fait, qui suivent sont directement liés à ce que fait Lorraine Bastide. C'est-à-dire qu'il nous parle de dépression. Il parle même de toute sa vie matérielle, enfin de son corps. Il nous dit le réel me donne de l'as, mais là on a l'impression d'entendre Lorraine Bastide parler de ses maux de tête et de ses règles. On a même un éloge de la fatigue et de l'ennui. Donc là c'est Sioran et non pas Lorraine Bastide qui parle. J'ai longtemps cru aux vertus métaphysiques de la fatigue. Il est vrai qu'elle nous plonge jusqu'aux racines du temps. On retrouve les mêmes thèmes, le fragment comme une éloge d'une pensée libre qui crée un nouveau rapport au temps, un nouveau rapport à l'action, un nouveau rapport à soi. Et en fait, Lorraine Bastide, à l'inverse, alors qu'on est sur des thèmes très similaires, elle n'arrive pas du tout à cette sublimation de l'écriture et on ne retrouve pas, en fait, on a l'impression que cette forme lui permet pas la liberté qu'elle permet à d'autres auteurs. Bon, donc là, j'ai cité Sioran, mais il y en a d'autres. Enfin, on peut citer, je sais pas, Nietzsche, Pérec. Et elle, à l'inverse, en fait, son livre se limite, selon moi, à un constat d'échec. En fait, elle reste dans la paralysie, elle tourne en rond et on n'arrive pas à cet enthousiasme qui pourrait, en fait, ce qui est marrant, c'est que non seulement elle n'y arrive pas, et donc ça pourrait être une sorte de liberté, de jouissance, aller genre bon bah je vais vous écrire un livre de merde, je vais me prendre toute la liberté que je veux. Mais comme il y a une sensation assez forte de honte dans le livre, elle arrête pas de dire oh, c'est un peu la honte ce que je suis en train de faire. Et bien en plus de ça, t'es un peu genre t'es pas face à de la liberté finalement. On est dans un genre littéraire qui est en fait un non-genre littéraire, c'est un genre sans code. Et finalement, au lieu de prendre sa liberté, elle prend plutôt sa culpabilité. Et donc, on est face à une femme qui est un peu en train de tortiller du cul, voilà. Non, et puis on la sent face à toutes les contraintes qu'elle se crée elle-même, c'est-à-dire la figure de l'escargot, qui est cette figure en plus qu'elle réutilise pour valoriser un rapport au temps qui soit décomplexé avec des moments d'inaction, etc. Mais en fait, elle est, on la sent juste sous pression. En proie avec elle-même, et l'écriture qui pourrait être une porte de sortie et la libération en fait l'est pas. Alors que si elle est ailleurs, enfin là je vais citer du coup pour continuer sur d'autres thèmes similaires, ça m'a beaucoup fait penser, beaucoup plus contemporain donc là que Sioran ou d'autres, on a Tanguy Vienne qui, pareil, a un constat d'échec, alors un peu différent parce que c'est pas face au manque de temps en termes de vie trop frénétique, mais c'est le temps qui passe. Donc lui, vieillissant, il peine à
trouver l'inspiration pour la fiction. Et donc, il identifie ce qu'il appelle une forme plus pacifiée d'écriture et qui reprend également ce format de fragments qui est le partage de ses pensées sur un mode pareil de la prise de notes et de ses perceptions. Et donc là, et lui en fait, donc il y a un des passages où il s'inscrit lui-même dans ce qu'il a défini comme une grande tradition de l'éloge, je cite, des états larvaires. Et donc c'est marrant parce qu'en plus on retrouve cette larve, enfin on retrouve l'animal un peu dégueu. L'animal dégueu, rampant, qui est perdu dans des errances intellectuelles un peu infinies, mais qui valent la peine d'être partagées. Et lui, il dit bien que en fait cette tradition, c'est pas une tradition comme a l'air de le dire Lorraine Bastide, une tradition d'échec, mais qui manque, je cite, à ses yeux, ni de sagesse ni de lucidité. Donc en fait, ça pourrait être le lieu d'une parole. Je vais pas dire parole vraie parce que c'est un peu gros, mais d'une parole qui dit quelque chose d'intéressant, au moins franche, et de sincère ou d'authentique, un peu sur notre manière de vivre le monde. Et ce qui est marrant aussi, c'est la tentation de rallier ça à un animal. Et lui, il fait pareil. Donc là, on n'est pas sur un escargot, mais on est sur un axolote. Et là, de la même manière, l'animal se fait porteur d'une métaphore de ce que peut être humain. Et donc, et en plus, rapport avec un animal, on a animal qui dit quelque chose de l'humain et des traumatismes. Et on raconte ainsi de ces mêmes axolotes qu'un choc violent, une peur, un traumatisme pourrait être à l'origine de leur mue aléatoire et irréversible. Les livres là que tu viens de citer, on a l'impression qu'ils sont indépendants de nous, tu vois, qu'ils ont été écrits indépendamment d'un lecteur, et donc ils ont une sorte de liberté où ils font ce qu'ils veulent, et puis voilà, c'est très bien. Ici, on a cette impression qu'elle plaide pas mal avec nous, elle nous demande de collaborer, elle nous demande d'accepter une certaine forme de faiblesse, que je n'accepte pas de donner parce que j'ai payé 17 €. Enfin, 17,90. Ça m'a rappelé un cours de première. Donc bon, on remonte très loin, mais quand j'étais en première, j'avais une prof qui comparait Le Misanthrope et Don Juan de Molière parce qu'elle considérait que Le Misanthrope était bien meilleur. Déjà parce qu'il était versifié et aussi parce qu'il a pris 2 ans à être écrit. Donc Molière a bien travaillé, alors que Don Juan, il l'a écrit en 10 jours et donc c'est un peu bâclé, donc c'est un peu nul. Et moi, j'ai toujours trouvé ça l'argument un peu absurde parce que la littérature n'est pas une question de on a bien travaillé donc c'est bien quoi. Enfin, de même l'art en général, il y a des peintures qui sont peintes en une journée, les impressionnistes ils faisaient des choses très très simples, très rapides, et puis il y a Vermeer qui prend 10 ans pour faire un portrait, et pourtant on va pas commencer à les comparer en mode Vermeer c'est mieux parce qu'il a passé plus de temps à travailler dessus. Quand il y a pas de travail, comme c'est le cas avec Lorraine Bastide, elle a pas beaucoup travaillé, elle a pris des notes, elle a pris ChatGPT, elle a pris ses notes orales et elle en a fait quelque chose. Et on se pose la question de son talent. On se dit si t'as pas bossé, qu'est-ce qui reste? Il reste ton talent, et ton talent on le constate pas quoi. Pas dans l'écriture, mais on peut relativiser parce qu'elle est là, enfin du coup comme on disait, elle a quand même des podcasts, 2 podcasts dans La Poudre et Folie douce, et elle a pour le coup un vrai talent, je trouve, à la fois podcasteuse et d'intervieweuse. Oui, exactement. Et donc finalement, quand elle se retire et quand elle laisse la parole à quelqu'un d'autre, je trouve qu'elle est vachement forte. Elle arrive à poser les bonnes questions, elle trouve les bonnes personnes. Enfin là, il y a du talent, mais en tout cas, le problème qu'on a, enfin moi que j'ai, c'est que d'habitude quand tu critiques un livre, tu critiques le livre, tu vois, tu te dis le livre il est pas bon, mais c'est pas la question de la personne en elle-même, elle a fait de son mieux, mais c'est pas elle. Là, on en arrive à un point où je suis là genre t'as pas de talent ma pauvre, et c'est vraiment une critique qui est horrible à faire parce que c'est là genre t'as essayé d'écrire un livre comme ça à la débeauté en 2 semaines parce que t'as une commande et t'as pas voulu rembourser ton avance. Voilà, on peut la sauver comme elle nous demande en disant qu'elle a pas eu le temps. C'est ça. Elle manque moins de... Mais il se trouve que tu vois, Molière, il a pas eu le temps, il l'a écrit en 10 jours, et maintenant Don Juan, c'est l'un des chefs-d'œuvre de la littérature française. Et il se trouve que le problème de Lorraine Bastide, c'est qu'elle est pas Molière, et c'est terrible à dire, mais voilà quoi. Elle a l'obligation de travailler un peu plus quoi. Voilà, je pense que c'est une bonne conclusion, un constat un peu cruel. C'est ultra cruel de notre part, mais il y a un moment où elle vient d'un immense privilège, et elle a eu ce privilège d'écrire ce livre, et elle a eu le privilège alors elle a un pourcentage de nos 18 €, et voilà quoi. On est face à, donc je sais pas, est-ce que c'est un vrai torchon ou une bonne surprise? Je pense que c'est un vrai torchon au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été écrit rapidement, c'est un torchon quoi. Mais je pense que voilà, si ça avait coûté 5 €,
franchement, ça m'aurait pas déplu tant que ça, en fait. Je pense que c'est... Non, moi, je pense que même dans ce cas-là, ça m'aurait pas plu. Oui, mais j'aurais pas été aussi énervée. J'aurais fait genre, bon, c'est anecdotique, quoi. Est-ce que je le recommanderais? Non, je sais pas, je le recommanderais Écoutez pas, ces non. podcasts, enfin, je pense qu'il y a aucune plus-value par rapport au podcast. Surtout La Folie Douce, je trouve, on retrouve à la fois les mêmes thèmes, le même ton. Elle retranscrit dans son livre des vocaux, dans son podcast, elle s'enregistre parler dans la rue. Je pense honnêtement que on manquerait un, enfin, c'est plus agréable de l'écouter que de la lire, je pense. Ouais. Et puis on écoute quelqu'un d'autre. Et puis on écoute en plus. Ouais, exactement. Il se trouve que ce livre m'a beaucoup fait penser, mais juste par son titre, à un recueil de poésie que j'ai qui s'appelle Slug de Holly McNish. Donc Slug, ça veut dire limace, et c'est un recueil de poèmes pour le coup, à l'inverse, on en a pour son argent parce que c'est 400 pages, 450 pages. Il faut que j'arrête avec cet argument, c'est l'enfer. C'est un recueil de poèmes récents. Je vois qu'elle l'a publié dans les années 2010. Et ça parle, c'est des poèmes sur des thèmes de sexualité. C'est très féministe. Certains poèmes sont un peu nuls, d'autres sont vraiment sympas, mais il y a certains poèmes que j'ai vraiment beaucoup aimés. Bon, alors le problème c'est que c'est en anglais, donc si je commence à les citer, vous allez vous moquer de mon accent. Son poème le plus connu, c'est When I am dead, will you finally shut the fuck up, qui est vraiment un très beau poème sur toutes les injonctions que les femmes connaissent jusqu'à leur mort. Et le poème finit par But my grandma is 92 and she's on a diet because in our family, as I've been told, my entire life long, the women in our families have bad stomachs. When I am dead, I am hoping I can stretch out in my coffin, silence in my bones. Et je trouve que c'est un poème qui est très beau sur justement une certaine forme de laisser aller, quoi. Quand est-ce que j'aurai le droit d'être une grosse limace? Donc à la place de Lauren Bastide, je conseille vraiment de lire Slug, qui en plus de ça est traduit, donc vous pouvez aussi les lire en français. Est-ce que toi, tu conseillerais quelque chose? Alors moi, si vous voulez lire des fragments sur la dépression et la fatigue, mais oui, j'ai envie de lire ça. Moi, je vous conseille les syllogistes de l'amertume de Suran. Et figurez-vous qu'il parle même de bave. Donc, si vous voulez de la vérité dans la bave, il nous dit la dignité de l'amour tient dans l'affection désabusée qui survit à un instant de bave. Et je pense que je vous recommande plutôt cette lecture que celle de Lauren Bastide. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram torchon.podcastlittéraire pour nous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et plus de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt!